on va accueillir un hacker qui va nous parler de manipulation. On reste dans le thème et de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est le format, c'est Upvote, comme vous l'avez peut-être vu dans ce magnifique générique. Upvote, je le rappelle parce que la dernière fois, j'avais oublié de le faire. Mais le principe, c'est très simple, c'est de mettre en avant un projet ou une personnalité particulièrement intéressante, voilà, que vous connaissez peut-être pas forcément. Et aujourd'hui, on accueille monsieur Brice Augras. J'ai dit monsieur, alors que tu es pourtant extrêmement jeune. Mais merci. Ouais, mais en fait, on a j'ai pas dit à Fabien, tu vois, j'ai dit. On a tellement de respect pour ce que tu fais que moi aussi, tu sais, le monsieur viendrait assez vite, ouais. Non, parce que vous allez me vieillir, mais je le prends bien si je suis considéré comme un jeune homme. Alors, pour expliquer ce que tu fais de la vie de tous les jours, tu es hacker éthique, on peut dire ça. Exactement. Nous, on a dit que tu étais le James Bond des temps modernes. C'est très élogieux. En gros, quel est ton travail? L'appellation hacker éthique, ouais, c'est une belle appellation parce que ça permet, je dirais, de recadrer un peu ce qu'on connaît du hacker. Exactement. On les connaît. Préjugés néfastes. Préjugés, les casseroles hollywoodiennes avec l'épisode du NCIS le samedi soir où il y a, je crois que c'était Abby, je sais plus qui, ils étaient à deux en train de taper sur le clavier. Bien full cliché. Et c'était pour aller plus vite. Bien full cliché, ouais. Tu sais, ce fameux. Je suis en train d'attaquer le mot de passe. Donc, hacker éthique, ouais, qu'on essaye de remettre sur le devant de la scène, puisque, à contrario du cybercriminel, c'est remettre la bonne étiquette sur les bonnes personnes. Bien sûr. Parce que l'éthique, on pourrait en faire un débat complet. Bah totalement. Et puis c'est une notion qui peut paraître contre-intuitive, mais en fait, l'offensif, c'est hyper important pour derrière mieux se défendre. C'est-à-dire qu'en gros, ton travail qui est de casser littéralement des sites, de rentrer dans des entreprises, en fait, ça a une vraie utilité derrière. C'est ça. Il y a un proverbe, c'est vis pacem parabellum, avec le meilleur accent latin de ce qui m'en reste du coup. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Bah, bien sûr. Et effectivement, donc l'approche qu'on mène, c'est des approches offensives au sens large. Ça peut être physique, virtuelle, aussi un peu de sensibilisation, puisque l'ingénierie sociale, qui est le sujet de ce soir, ça passe aussi à travers la sensibilisation ou l'exercice des réflexes humains. Et puis, c'est dur, avec le biais du survivant. Hein. Ouais. En fait, il crée lui-même l'attaque pour trouver la faille, quoi, pour savoir où sont les trous. Ouais, non mais c'est vrai. On file la métaphore. En fait, on est assez donc un spécialiste en trous de balles. Voilà, exactement. On parle vraiment d'un avion qui prenait des balles et j'ai entendu, j'ai bien suivi. Comment on pourrait définir l'ingénierie sociale? Il y a un côté très technique avec ingénierie et qu'on a l'impression que ça jure. Très social avec social. Voilà, merci. Si on fait approche entonnoir, l'ingénierie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est comprendre, c'est créer, c'est concevoir. C'est finalement, tu prends quelque chose ou à défaut, tu réponds à un besoin sur lequel personne s'est positionné et tu fais en sorte de l'étudier et d'avancer. Et ben là, on fait ça avec des gens. On fait ça vis-à-vis du social. Alors, c'est très large, l'ingénierie sociale, parce que j'ai quand même fait un peu de recherche parce que nous, on est sur un micro-pool qui est issu de la cybersécurité. Ouais. Il y en a sur le plan politique. La propagande, à mon sens, c'est de l'ingénierie sociale. Il y en a sur le plan... tu structures un système de pensée et une véhiculation de messages en anticipant les mouvements de pensée des personnes. Après, à défaut de bien comprendre les humains, je pense, comme toi, des fois on fait plus sur de l'approche sur du forcing, très clairement. Ouais. Et finalement, on va avoir tendance à se servir d'outils techniques pour pallier à ce savoir qu'on n'a pas, qui est de regarder la personne en face et de s'approprier ses micro-expressions, de comprendre comment ils fonctionnent et de construire tes interactions à partir de ça. Ça, on ne sait pas le faire. Ou à défaut, on sait le faire de manière très grossière. Quelqu'un qui te regarde avec tes grands yeux, tu comprends qu'il est étonné. Mais tous les gens qui font la cybersécurité dans ce domaine-là sont pas forcément des experts en psychologie, mais du coup... Pas forcément, effectivement. Tu peux avoir une effectivement. sensibilité psychologique aussi qui vient de l'expérience après. Parce que de la même manière que il te faut forcément aussi un appui technique dans le sens où il y a un enjeu à ce que tu fais. Oui. C'est pas, t'es pas en train de faire un tour, une vidéo ou un spectacle pour la rigolade, quoi. Tu vois, il y a un vrai enjeu derrière. Après, sur la cybersécurité au sens large, les métiers de la cyber, enfin, tu sais, c'est un peu un terme fourre-tout maintenant. Donc, t'as de la gouvernance, t'as de l'expertise technique plus, t'as les gars qui savent faire de l'hardening, t'en as des fois qui vont faire du blue team, du red team, donc attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. Parce que, on a sur la vulgarisation. On a hyper envie de rentrer tout de suite dans le dur. Mais donc, Red Team, Blue Team. Red Team, Blue Team, donc tu as le point de vue offensif attaquant et Blue Team plus défensif
réponse à attaque. On dirait un jeu vidéo, mais c'est très sérieux. Ouais, c'est extrêmement sérieux. Et il y a une partie plus orientée, la conduite du changement, ça passe à travers de la sensibilisation. Un exemple type pour que ce soit un peu plus parlant, quand on fait une campagne d'hameçonnage à la française ou phishing en anglais pour des clients, c'est dans le but de tester les réflexes humains, d'en jouer avec, parce que c'est ce qu'on nous demande. Là-dessus, on est déjà plus sur une approche psychologique finalement, à travers un outil technique, c'est vrai, qui est celui d'envoyer des mails, de cibler des services, etc. Mais derrière, là, ça prend la dimension psychologique. Ceux qui sont un peu dans la tech ou même déjà sensibilisés sur ces problématiques de cybersécurité, le phishing, ils en ont entendu parler. Les fraudes aux faux ordres de virement ou la fraude au président, c'est déjà des sujets qui parlent un peu plus. Un peu, mais je te jure, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas forcément ce que c'est. Moi, j'ai travaillé en conférence pour des grosses banques pour les aider à lutter contre la fraude au président. Justement. En mode réponse à invitation. C'est génial ça. Je crois qu'on a plein de trucs à tu se peux dire. nous expliquer ce que c'est la fraude au président? La fraude au président, c'est je vais cibler, un cybercriminel, va cibler une entreprise, donc il va profiter d'une temporalité certaine, typiquement le moment où le président est en période de vacances, en déplacement professionnel à l'étranger et peu joignable. Information qu'il pourrait récupérer. À la surexposition médiatique qu'on fait tous de nos jours, réseaux professionnels, réseaux sociaux, nos photos maillot de bain glace sur la plage. Exactement. Donc le président, on sait qu'il est à Ibiza. Tout à fait. Et il va profiter de cette temporalité. Alors, je prends le cas très spécifique du président, mais on peut le décliner sur plein d'acteurs au sein d'une entreprise. C'est juste de la créativité. Et il va profiter de cette temporalité pour appeler le comptable, finalement. Et on peut en parler, puisque ça a été médiatisé. L'exemple des cinémas pâtés, à l'époque, c'est ce qui s'était passé. Je suis en déplacement, je suis sur le point de signer un gros deal. Et là, on commence à rentrer dans l'humain. On déclenche une réaction d'urgence, de mise sous pression de l'interlocuteur qu'on a en face. Et lui dire, il faut que tu me fasses un virement. En l'occurrence, je crois que c'était 19 millions. Et le truc est passé smooth. Oh la vache. Mais non, nous on a un process et tout. Bon, tu veux être responsable de ce deal qu'on signe pas? Tu veux être responsable d'une perte de 19 millions? Non, mais tu fais un combo culpabilisation, urgence en fait. Et alors, oui, grâce à l'outil informatique, et aujourd'hui il est même renforcé par l'outil informatique, les approches fake voice, là où ils arrivent à partir d'enregistrements, surtout si c'est une personnalité publique, à reconstruire un discours fictif complet qui leur sert et qui appuie leur vecteur d'attaque. Et ça, c'est assez ouf. Enfin, sur le plan technique, au-delà de l'illégalité, sur le plan technique, c'est quand même... c'est incroyable, surtout que les gens sont même pas encore totalement... c'est même pas totalement, il y a encore énormément d'entreprises qui sont pas prêts à recevoir des attaques de type classique qui existent avant. On est déjà en train de créer des outils qui vont leur redonner 10 ans de retard, quoi. Et tu vois, ça marche avec ce qu'on disait sur la manipulation tout à l'heure. C'est-à-dire que dès le premier truc ou ton premier red flag, c'est vraiment cette urgence imposée, immédiate. C'est les caractéristiques c'est pas forcément un mauvais truc, mais tu dois avoir une vigilance déjà de cette oppression avec décision ultra rapide. C'est pas bon signe, De manière anecdotique, sur les campagnes de phishing, il y a l'aspect cupidité aussi qui ressort, avec une temporalité très courte. Quand on fait des campagnes de phishing, pour le contexte, je ne sais pas si je l'ai cité jusqu'à maintenant, légal et cadré dans un contexte professionnel, début de mois, tu cibles l'erreur de la fiche de paye par les services RH. Mais pas la grosse erreur. Et là, t'as un pourcentage d'ouverture de mail et du clic pour aller vérifier la véracité de l'erreur beaucoup plus rapide que voici une nouvelle directive sanitaire. Et pourtant, déjà, avec les nouvelles directives sanitaires pendant la période Covid. Il y a des bons résultats. Alors, du coup, pour expliquer pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce métier, en fait, toi, tu vas potentiellement, pour un client qui a envie de peut-être tester ses employés, voir quelles sont les failles humaines qui pourraient exister dans son entreprise, tu vas être amené à toi-même te mettre dans la peau d'un attaquant. Exactement. Et de simuler en fait totalement une attaque. Donc c'est toi qui peux envoyer par exemple un mail de phishing. C'est tout à fait ça, ouais. En fait, on est de manière un peu provoque, on est payé pour casser, on est payé pour tester. C'est ton t-shirt d'ailleurs. c'est mon t-shirt. Mais de manière professionnelle, éthique, parce que c'est cadré sur le plan contractuel et toutes ces joyeusetés administratives qu'on aime traiter au quotidien. Mais surtout, c'est une façon de mettre en évidence ce qui ne va pas, mais pas avec une volonté d'appuyer du doigt ou de désigner ceux qui ont eu les torts. Parce que derrière, ce n'est pas une approche constructive si on cherche juste à alimenter un sentiment de culpabilité. C'est plus éduquer par la sensibilisation. Et alors, c'est vrai que ces exercices, pour nous, c'est très fun sur le plan technique lorsqu'on les réalise, mais l'étape
a posteriori, qui est le désamorçage de la situation, l'est tout autant. Aller voir en disant, le phishing, c'est très simple. Quand on est sur des audits d'intrusion physique, qui est un peu le step à part et qui donne lieu à d'autres vecteurs d'attaque, là, c'est vraiment une approche où les gens les collaborateurs des clients qu'on teste, ils réagissent de manière des fois assez surprise, ils vont se braquer et il faut tout de suite arriver à faire tomber la pression. C'est pas ta faute, c'est normal qu'on ait réussi, au contraire. Puis il faut l'impliquer aussi, du style, des fois ils réagissent mal, c'est pas grave, vous n'avez pas réagi dans l'instant, mais a posteriori vous avez tout de suite été voir votre DSI, le directeur du service informatique, et c'est communiquer, parce que c'est quand même... le but c'est que ça s'améliore. C'est un viol d'intimité d'une certaine manière. D'ailleurs concrètement, quand tu vas physiquement, c'est quoi ton goal? Ça peut être, j'imagine, multifactoriel, mais c'est il faut que tu arrives à récupérer tel dossier dans telle salle, ou c'est très souvent alors j'ai Hitman là dans ma tête, c'est improvisé, opportuniste sur la méthodologie, même si on aime bien poker, parce que derrière ça nous permet d'avoir de retours d'expérience en termes de mesures sur qu'est-ce qui marche bien, qui matche bien avec tel scénario d'intrusion, parce qu'on a un peu tous les types de caractères dans l'équipe aussi, donc on essaie de jongler et de faire des POC techniques intéressants. Alors quand tu dis POC, Proof of Concept, à la française, je pourrais pas dire. C'est une preuve qu'un concept fonctionne. Preuve de concept. Des preuves de théorisation. Ouais, c'est un petit test, quoi. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très dur à traduire correctement. Mais... Et j'ai perdu. Et donc, suivant les personnes de l'équipe, les aptitudes de chacun, etc. C'est ça. Donc, ma question initiale, ça va être quoi le goal, par exemple, sur un scénar, quoi? Alors, sur un scénar, le goal, c'est se servir de la vulnérabilité humaine pour arriver à nos fins sur le plan technique. Sur une intrusion physique, ce qu'on va nous demander, c'est de prouver la capacité effectivement à exfiltrer de la donnée. Donc ça peut être de la récupération d'informations en libre disposition, des documents. Si on est vraiment en libre, si on est vraiment totalement libre dans les locaux, ça va être de se servir de ce qu'il y a sur les imprimantes et de relancer certaines impressions s'il y en a encore en cache. Sur un plan plus technique, par contre, cette fois-ci, on est toujours avec le backpack, et puis on a nos petits boîtiers électriques qu'on branche sur une prise, un câble Ethernet. Et puis c'est fini, on a un accès à distance sur le système d'information. Là, c'est vraiment ce que les clients cherchent à mettre en évidence. Et puis derrière, qu'on déroule tout ce qu'on appelle le scénario de post-exploitation technique. C'est vraiment comme Mr. Robot. Comment... Il fait ça. Il se ramène, il met son petit Raspberry, etc. pour avoir accès au réseau. C'est exactement ça. C'est les boîtiers de dérivation et de dérivation élect, parce que ça tient dedans. On a d'autres formats. Tu le caches à l'intérieur, du coup? Ouais, on le cache. Et puis derrière, pour avoir un peu de flexibilité, c'est les câbles Ethernet, c'est des salles de réunion que tu peux dérouler comme tu souhaites et mettre à la longueur avec un ressort au milieu. Je te montrerai. Ouais, vraiment ça me... Et puis derrière, en fait, tu le branches. L'idée, c'est juste... Là, ça, c'est vraiment la finalité recherchée. Après, le moyen... Et c'est surtout, moi, je trouve les appareils modifiés, où tu viens, genre les câbles d'iPhone, où en fait, à l'intérieur, t'as sur Hack5, c'est le Hack5, je sais plus, c'est une boutique... c'est une boutique qui vend du hardware de sécurité. Là-dessus, c'est la hotte du Père Noël, quoi. Tu remplis le shop et puis après t'enlèves le métier. On en a quelques-uns là. J'en ai acheté quelques-uns, potentiellement on fera des reviews. Mais ils font des petits bijoux pour tester la sécurité de réseau Wi-Fi ou même physique, comme t'expliquais. Après, vous utilisez leur matos? Alors, on a une partie de leur matos. Typiquement, je vais totalement transparent. Je sais pas si on a le droit de brander. Sur la partie Hack5, on trouvait les rubber ducky, donc qui sont des petites clés USB. Alors, on l'utilise dans des campagnes de ce qu'on appelle du USB dropping. On va viser une périphérie géométrique, on va viser la périphérie du site qu'on est en train de tester. On va aller cibler particulièrement les zones de passage au niveau du parking, et effectivement on va disséminer une dizaine de clés USB. Si tu le fais avec des rubber ducky à $70 pièce, ça fait cher, si t'en récupères que la moitié, ça fait vite cher la mission. Donc en fait, il y en a des modifiés sur AliExpress. On les prend sur Amazon, je crois qu'on lui paye 15 €, 25 € les 5 à peu près. Et c'est DigiSpark, et puis après tu mets un case en 3D propre. Et puis tu mets l'étiquette confidentielle histoire d'augmenter l'attrait. Ouais, non mais là tu vois, c'est comme tout à l'heure avec ton appât, c'est-à-dire comment tu stimules en fait l'être humain, quoi. Là c'est curiosité du coup. C'est ça. Et du coup tu t'écris que confidentiel et tu vois littéralement une augmentation confidentiel ou perso. Alors on n'a pas fait de mesure pour l'instant là-dessus. On n'a pas eu le temps de le faire en mode R&D. On le fait et on diversifie plus pour le fun. Par contre, Google avait sorti un talk à la DEFCON, je crois, à ce sujet. Où tu as eu un talk soit à la DEFCON, soit chez Google, la source bien fiable, l'info. Non, mais nous, on a un source internet à tout moment.
toutes tes sources sont validées par le source internet. Mais je sais pas si tu l'as remarqué. Mais, mais tout le monde le prend en premier degré. Chez Quotidien, là. Source internet. Sur YouTube, tout le monde vraiment le prend en mode full premier degré. En mode, les gars, vous pourriez faire des efforts quand même. Mettre source internet, c'est un peu abusé. Et ils savaient juste pas quoi mettre sur la fenêtre de Windows. On a mis ça. Très drôle. Et ils avaient fait une étude là-dessus avec un vrai retour mesuré de sur le campus temps de dropper, sur le parking temps de dropper, tel échantillon. Stats, et là, c'était vraiment une approche méthodique, mathématique et bien cadrée. Chose qu'on fait pas parce qu'il avait fait avec un échantillon beaucoup plus important de 100 ou 200 clés. Et super intéressant comme talk à aller voir là-dessus. Trop stylé. Alors du coup, bon, on est entré très très vite dans les détails, mais on a directement fini sur l'âne. tu fais aussi en fait du logiciel, c'est-à-dire sur ton temps libre, tu vas essayer de tester des vulnérabilités logicielles, faire ce qu'on appelle les bug bounty, on en parle de temps en temps, potentiellement aussi faire. Ça, j'ai pas un bug bounty. Un bug bounty, c'est un programme d'une entreprise. Alors tu me dis si je me dis n'importe quoi. Je te laisse. Mais c'est un programme d'une entreprise. Public ou semi-public, peut-être un groupe de hackers ou une entreprise comme Yes We Hack qui fait ce t-shirt, qui est l'entreprise de Corben d'ailleurs, je sais pas si tu connais Corben. Lui il fait ça, et où en fait tu proposes à n'importe qui trouverait une vulnérabilité sur ton site, ou sur tout le site ou seulement une portion, de te le signaler et de gagner un bounty, donc une récompense, que ce soit monétaire ou autre d'ailleurs. Le swag, ils appellent ça le swag, c'est tout ce qui est goodies en fait. Sac à dos, produits dérivés, etc. Et donc voilà, pour motiver les gens à débugger, à aider à que le site soit plus sécurisé. Mais bon, en ce moment, j'ai l'impression que ça se débloque bien. Il y a une période où c'était vraiment mal vu, en mode t'es en train d'autoriser des hackers, t'es en train d'encourager des gens à hacker ton site. Et ça, c'est pas bien. C'est le temps que ça rentre dans les mœurs. C'est toujours marrant de voir le décalage qu'on a avec les US sur ces sujets, dans la manière dont les technos se développent et arrivent chez nous. Mais sur la partie bug bounty, ça se développe bien. Trop bien. Alors ça, c'est la partie que les gens connaissent un peu plus, donc le logiciel, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'une bonne partie de ton travail, c'est de faire du physique, quoi. C'est ce que tu racontais. Physique, ouais. D'introduire physiquement dans les entreprises. Est-ce que tu as peut-être tu peux pas forcément citer, j'imagine, les noms des clients concernés. Accord de confidentialité. Voilà. Mais on peut Mais est-ce que tu as peut-être une histoire qui t'a particulièrement marqué pour un client? Il faut pas mettre en avant que les victoires ou que les trucs fun. Il y a aussi les fails parce que c'est pas une science exacte. Donc on va commencer par les fails, histoire d'avoir aussi un peu d'autodérision et que ça fasse pas trop pénis. J'ai bien d'apprendre cette expression. Sur la partie fail, il y a eu une mission, on s'était amusé à splitter, on avait 2 sites en même temps, on avait splitté l'équipe en 2. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'intrusion, mais il faudra qu'on revienne sur l'aspect vraiment préparation et OSINT. Donc Open Source Intelligence Gathering, c'est à travers toute l'exposition, toute l'information qu'on agrège avant, pour cadrer c'est ce que tu disais quand tu disais avant en fait de faire une attaque au président, on regarde les réseaux sociaux des employés du président pour récupérer un max d'infos. On appelle ça du hot trading. C'est vraiment l'inverse du cold trading. Tu vas t'imprégner de toutes les informations disponibles déjà. C'est exactement ça. À défaut de créer le contexte, on l'absorbe en fait. Mais donc là, on a cité les réseaux sociaux, mais l'OSINT, ça concerne toutes les sources d'internet en fait. Qui fait quoi, qui depuis quand, l'orga interne, le Google Street Map du site, quelle taille, combien de temps pour visiter les différents bâtiments à vol d'oiseau, enfin vraiment essayer de se préparer au max pour pas être trop YOLO. C'est ça, quand t'arrives en fait, potentiellement tu connais mieux l'entreprise que les salariés eux-mêmes quoi. En fait, je dirais pas ça, on la voit d'un point de vue extérieur, donc on a un regard beaucoup plus critique et beaucoup plus objectif, parce que c'est vraiment essayer de comprendre leur fonctionnement d'un point de vue externe et mettre en évidence des failles que effectivement eux ne verraient pas. Mais en termes de finalité métier, ils la connaissent bien mieux que nous. Mais sur l'aspect problématique de fonctionnement, gestion des flux humains et identification de la vulnérabilité physique, oui, à ce moment-là, de ce point de vue extérieur, avec de la surveillance, avec c'est du stalking aussi qu'on fait, très clairement. C'est un peu vicelard, mais c'est ça. On se l'approprie et c'est à ce moment-là, comme sur de la recherche de vulnérabilité logicielle, c'est tu absorbes, tu comprends comment ça marche et après tu fais la bascule intellectuelle de dire ok, maintenant comment je défais le puzzle ou comment je rentre dedans en mode où est-ce que tu trouves la faille sans qu'on m'y attende. Et est-ce que vraiment on peut aller jusqu'à des scénars aussi clichés que ok, aujourd'hui je suis Adrien électricien et je viens alors c'est parfait, vu qu'on a un peu dérivé, tu me retends le bâton pour l'aspect le gros fail qu'on avait fait. Donc du coup effectivement il y a l'approche faux badge, faux t-shirt,
faux d'intervention. Des fois, c'est une feuille A4 où j'ai même des collègues qui s'amusent à troll où c'est juste griffonné dessus, c'est même pas legit et crédible. Et ils écrivent quoi? Oui, Ah non, juste tu gribouilles. Des fois, on le fait de manière très pro. Où c'est vraiment, on fabrique un faux bon d'intervention avec le tampon, on va aller chercher le logo, etc. Société quoi, d'électricité? Généralement, vu qu'on vise la salle IT comme étant le Saint Graal, on va plutôt orienter en fonction des différentes technologies sur lesquelles la boîte bosse, via les profils LinkedIn des gars techniques, typiquement. Donc, on va connaître leurs partenaires, on va connaître leurs sous-traitants, leurs prestataires de services, et on va construire à partir de là. Donc là, on fait les badges déjà, et c'est là le premier fail, c'est sur un client, on avait fait un badge, on avait récupéré le logo, et la personne qui nous avait accueillis avait vraiment tiqué, parce que lui-même, sur son badge, le logo qu'on avait pris était trop récent. Donc tous les collaborateurs ont changé, incroyable. Donc on avait pris sur le site comme des couillons, et puis du coup, on se retrouve... Et en fait, on s'est fait cramer bêtement à cause de ça. Donc, tu vois, c'est pas une science exacte. Et finalement, des fois, on arrive, on est sûr qu'à 9h, il n'y a personne. Et puis, le jour où tu arrives, effectivement, là, il y avait la DRH, le DG du site, qui était là en train de préparer une journée événementielle, mais sur laquelle il n'y avait pas eu de com. Donc, pas d'infos. Tu te fais planter. Voilà. Donc, des fails, on en a. Des anecdotes assez plus positives, on en a aussi. Ouais. Assez sympa. Sur du phishing, notamment. On continue juste après sur les réussites. Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais flag? Quand tu te fais... Parce qu'un cybercriminel, il se passe des trucs pas sympas après. Mais toi, il se passe quoi en fait? Alors, aujourd'hui, on n'a pas un arbre décisionnel, parce que là-dessus, en fait, on voudrait vraiment pousser le truc plus loin, avec vraiment constituer un arbre décisionnel sur le backup plan du backup plan du backup plan. Ouais. Sur un scénario où tu arrives à l'accueil, tu te fais toper. Derrière, vu qu'on est plusieurs, il y a toujours une capacité à créer une sorte de, pas de cohue, mais un peu de confusion. C'est mais pourtant j'étais sûr qu'on était mandaté. Vu qu'on a généralement un numéro où on sait réellement qui est notre interlocuteur qui nous a mandaté en cas de réel pépin, on joue la semi-vérité. Et oui, puis, donc t'as quand même à la fin potentiellement le filet de sécurité. C'est de dire on fait tomber les basques, c'est bon en fait. Il faut, oui, c'est clair. Sinon, parce que sinon, tu finis en JAV ou en fonction de l'agent de sécurité. Il faut toujours avoir la sortie de secours qui est cadrée, légale et contractuelle. Donc c'est dans tous les cas, quand tu t'engages à faire ça, c'est on interviendra sur tel site, il faut que vous soyez disponible de temps à temps, de telle heure à telle heure, au cas où il y ait une problématique lors de l'intervention. Et puis un nom à communiquer, tout de suite le numéro de téléphone. Le risque, c'est ce que tu disais, c'est que vous allez en garde à vue en fait. Tu sais pas ce qui peut se passer, parce que c'est vrai que ça va dépendre des métiers, des sites, de la présence d'agents de sécurité. Voilà, donc il faut tout de suite désamorcer en mode on a fail, c'est pas grave, et puis c'est tant mieux, parce que notre but, ça veut aussi dire qu'il y a un peu de maturité, et ils ont une bonne gestion des process, arrivée, sortie des externes au sein du site, accueil des intervenants, mise en place de badges, émargement, ce genre de réflexe humain